Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. C'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathis Granet. Salut Mathis, comment vas-tu ? Salut Pierre, ça va bien, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va impeccable avec ce beau soleil qui est revenu là. Moi, je suis ravi, étant en Bretagne, donc j'en ai pas toute l'année, donc j'en profite. Euh, Alors, Mathis, tu as fait un petit peu parler de toi le 24 mai dernier. Tu as battu le record de dénivelé positif parcouru en 48 heures, en accumulant pas moins de 24 749 mètres de dénivelé positif. Donc ça, pour les novices, ceux qui savent pas trop en quoi ça consiste, c'est voilà, tu choisis une pente. Là, en l'occurrence, c'était la pente du Salève, près de la Muraz en Haute-Savoie. Tu nous expliqueras tout ça plus tard. Et le but, c'est de refaire cette pente plusieurs fois, jusqu'à le plus de fois possible, du coup, en 48 heures. L'idée, du coup, tu nous expliques un petit peu sur la partie mentale, un peu comment tu t'y es pris pour préparer ce record et comment après ça s'est passé, parce que 48 heures, c'est long. Et avant un peu de rentrer là-dedans, je te laisse te présenter en quelques mots pour voilà, ceux qui ne te connaisseraient pas encore. Yes, donc je m'appelle Mathis, j'ai 28 ans. Je suis ultra-trailer, passionné d'aventure et de longue distance. Donc j'habite entre Annecy et Genève, à Archamps. Et puis je fais aussi du coaching et puis donc j'accompagne des trailers sur des plans d'entraînement à distance. Et puis je suis en train de passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne aussi, pour ensuite emmener des clients en montagne, faire de belles balades. Ok, ouais, bon, surtout que t'es dans un coin pas mal pour faire des belles balades, donc ça se tient. Ton parcours en trail, il a commencé quand? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier ou c'est un enchaînement de plusieurs sports qui a abouti à ça? Alors, je viens du tennis à l'origine. J'ai joué en compétition de 5 ans jusqu'à 20 ans. J'ai connu le trail et disons que j'ai fait mon premier trail sur 1 kilomètre vertical, en fait à Manigo quand j'avais 13 ans, où j'étais en vacances en famille par hasard là-bas. Et du coup, je regardais ce qu'il y avait à faire avec ma famille, puis on a vu ça, et on s'est inscrit avec mon frère. C'était interdit à l'époque, parce que normalement, il fallait avoir au moins 16, voire 18 ans. Mais bon, c'était une petite orga et tout. Donc on a pu s'inscrire. Et puis ouais, j'avais fait moins d'une heure sur le KV. Et il se trouve que c'est Kylian Jornet qui avait gagné et qui avait battu le record de l'épreuve. Et en fait, du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai du coup suivi à fond Kylian et ses exploits. Et j'ai été vraiment passionné de ce sport. Mais j'étais encore dans le tennis, donc je suivais à distance. Et puis après, je m'y suis vraiment mis à 20 ans, en fait, quand j'étais en école de commerce. Et voilà, je savais que je voulais, dès que mon école était finie et que je voulais m'implanter en Haute-Savoie pour de bon. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là. Et ça m'a permis de construire un peu la caisse, entre guillemets, pour que quand j'arrive en montagne, j'arrive à faire du dénive, quoi. Donc, ouais, j'ai commencé comme ça. Ok, et tu es originaire de Haute-Savoie. Quand tu disais que tu faisais des études de commerce, c'était où? Alors, mon école de commerce était à Paris. Et sinon, j'ai pas mal bougé parce que j'ai mon père qui est expatrié, donc qui actuellement est en Afrique du Sud. J'ai habité aux Émirats Arabes Unis, j'ai habité en Hongrie aussi, j'ai habité en région parisienne aussi quand j'étais plus petit. Et après, pendant les études, je suis allé aussi vivre 1 an au Liban et 1 an en Afrique du Sud. Donc voilà. Mais depuis que je suis petit, globalement, je me disais que mon rêve c'était d'habiter en Haute-Savoie parce que j'avais notamment des cousins qui étaient à Évian et aussi des grands-parents entre Lyon et Aix-les-Bains. Ok. Et qu'est-ce qui t'a justement c'est donné cette envie d'aller vers le long? Alors tu l'as pas dit, mais t'as fait du trail et t'es allé tout de suite vers le long? T'as essayé trail court, toutes ces choses-là, ou c'est vraiment le long qui t'a attiré tout de suite? Globalement, je suis quand même assez vite vers du long. J'ai fait un premier trail de 20 km, mais au bout de 2 mois ensuite, j'ai fait un trail de 45 km. C'était le trail du Semnoz à l'époque.
Et après, l'année d'après, j'avais fait un 110 km déjà entre Lausanne et Genève. Et en fait, j'ai tout de suite été intéressé par allonger les distances. J'ai jamais été particulièrement intéressé par l'aspect vraiment purement, comment dire, sport de haut niveau, enfin performance, c'est-à-dire d'essayer de mettre moins de temps sur une distance. J'ai toujours pris plus de plaisir en fait à allonger les distances et à essayer de être au départ et en fait pas savoir si j'allais aller au bout. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir petit à petit à allonger les distances et ouais, essayer de repousser mes limites à chaque fois, découvrir de nouvelles choses sur moi, sur mon corps, sur le corps humain en général. Donc ouais, c'est ça qui m'attire le plus. Ok, parce que c'est justement, je me demandais en préparant l'épisode si je devais te présenter comme un athlète élite, un athlète professionnel, un athlète tout court. Tu te définis comment quand tu es... Euh, ouais, c'est un peu vague, surtout que c'est un peu vague la notion de élite, de C'est professionnel, ça. etc. Bah, professionnel, c'est si t'envie en fait, tout simplement. Ouais, bah en fait j'en vis, mais en partie, donc je pourrais pas faire, vivre que ça à 100%, mais du coup je fais du coaching à côté qui me Ok, permet de compléter, mais voilà, j'ai quand même des contrats financiers. ok. Euh, donc oui, j'en vis en partie. Euh, et, euh, et par contre, oui, on pourrait dire athlète. Moi, j'aime bien dire passionné de trail, mais oui, après, pour les marques, etc., il faut quand même se définir en tant qu'athlète parce qu'elles te définissent en tant qu'athlète, disons dans les contrats, etc. Euh, donc voilà, en tout cas, je Hmm. suis passionné de trail. Yes. À quel moment, justement, bah, on va commencer à rentrer un petit peu là-dedans. À quel moment tu t'es mis en tête de battre ce record de 48 heures? Déjà, la question, est-ce que tu avais déjà pensé à celui de 24? Ou est-ce que c'était 48 heures qui te bottait le plus, peut-être qui te correspondait plus physiologiquement, je sais pas. En fait, j'ai déjà participé aux 24 heures, fait un 24 heures, du coup, c'était il y a 5 ans. Et donc, j'avais fait 16 600 mètres de dénivelé. À l'époque, le record était à 17 200 mètres. Euh, et après, j'ai pas mal suivi un peu l'évolution des 24 heures jusqu'à du coup la performance de Benjamin Mougel qui a fait vraiment une perf stratosphérique Qui a un peu et écrasé le. Il a c'est ça fini qui a le un jeu. peu, ouais, qui a un peu fini le game quoi. Donc personne n'a retenté derrière. À mon avis, il y en a quelques-uns sur la planète qui pourraient aller chercher, mais pas beaucoup. Enfin voilà, du style de Kylian quoi. Mm. Et puis j'avais suivi la performance du coup de Paul-Henri Romestin là, en 2022 quand il avait établi cette marque-là. Donc voilà, ça trottait dans un coin de la tête. Et jusqu'à en fait cette année où voilà, l'objectif c'est le Tour des Géants, donc qui fait 330 km. Ok. Et en fait, à part la Swiss Peaks 700 km, j'ai pas encore d'expérience sur plus de 30 heures. Globalement, j'ai fait quand même voilà, quelques 100 miles qui à chaque fois, pour moi, duraient moins de 30 heures. Et du coup, j'avais envie de voilà, me faire l'expérience sur 2 nuits entières dehors, en fait, et voir comment j'allais gérer du coup le fait d'être obligé de dormir, parce que moins de 30 heures, il n'y a pas besoin de dormir. Et donc, ouais, et puis aussi la nutrition, la gestion de l'effort, etc. Et puis apprendre encore plus sur mon corps, sachant que un 48 heures comme ça, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, au niveau sommeil, au niveau ravitaillement, etc., c'est assez facile de faire vraiment ce qu'on veut. Donc, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Et puis voilà, en plus, c'est vraiment différent des courses. Donc, c'est aussi l'occasion de réunir ses sponsors, l'occasion aussi de réunir l'association que je soutiens. Donc, chaque année, je soutiens une association dans le cadre de mon projet. Et du coup, voilà, les enfants atteints de la maladie, on peut venir sur place. Les gens puissent se rendre compte concrètement un peu de cet assaut et puis aussi de mon projet global. Donc, ouais, c'était vraiment chouette d'organiser ça. Et du coup, avant de. Je rembobine un petit peu avant de parler du projet. Est-ce que tu as t'as déjà pratiqué justement de la préparation mentale? Est-ce que tu as déjà eu recours de manière formelle? Quand je dis formelle, c'est avec un préparateur mental. Ou des fois psychologue du sport, la frontière est mince. Ou de manière autodidacte. Voilà. En fait, ouais, je suis accompagné en préparation mentale depuis 3-4 ans maintenant. Euh, ouais, au début, je la voyais pas mal. En fait, c'est suite au burn-out un peu que j'ai fait, qui est en 2023. C'est là, du coup, j'ai décidé d'être accompagné par une préparatrice mentale. Et elle m'a vraiment aidé, du coup, à remettre toutes les bases à plat, etc.
Et depuis, je suis toujours accompagné par la même personne en TH joint qui est à Annecy. Maintenant, je la vois quand même beaucoup moins parce que j'ai moins besoin. Mais au tout début, ouais, je pouvais la voir presque 2 fois par mois. Voilà, maintenant, c'est plus, on va dire, avant chaque gros objectif, quoi. Ok. Ça fait du bien. Euh, Quand tu disais burn-out, c'était burn-out perso-pro ou burn-out sportif Non, en c'était vraiment 2023? sportif. Ouais, c'était vraiment sportif. Sportif. C'est quoi? T'en as trop fait? Qu'est-ce qui a déclenché ça? En fait, bah, quand j'ai débuté vraiment, que je me suis mis dans le trail, du coup, à 20 ans, j'ai eu en fait comme objectif de finir l'UTMB en moins de 5 ans. C'était un hommage à ma mère qui est décédée d'un cancer quand j'avais 10 ans et elle s'était battue contre la maladie pendant 5 ans. Donc pour moi, ça avait du sens. Et puis j'ai réussi du coup à finir l'UTMB au bout de 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, au bout de 3 ans, je voyais que faire l'UTMB en soi, enfin, par rapport au niveau que j'avais pu acquérir, ça me paraissait plus du tout insurmontable comme au début où je trouvais que les gens qui faisaient l'UTMB c'était des fous. Et en fait, là, je me disais, bah, en fait, si j'ai envie, je veux dire, dans l'été, je peux le faire en off tout seul, l'UTMB en moins de 46 heures sans problème, sans assistance ou même balisage, etc. Et du coup, je m'étais dit, bon, il me faut un autre objectif en plus bah, que je trouve un peu difficile, quoi, où j'aurais l'impression ce- d'avoir bah, un objectif accompli un peu dont je serais fier. Et je m'étais dit, ouais, il faut que je remporte un bel ultra, quoi, qui est renommé. Et puis, en fait, bah, du coup, la même année, j'ai fait l'UTMB. Et 2 mois après, c'était l'année Covid, donc j'ai gagné l'Ultra Maxi Race. Et du coup, j'ai atteint 2 objectifs en l'espace de 2 mois. Et donc, d'un coup, ouais, j'ai eu un peu une perte de sens suite à ça. Et surtout que je m'étais quand même beaucoup investi là-dedans. J'avais un peu, disons, sacrifié ma carrière professionnelle parce que j'ai fait une bonne école de commerce. J'aurais pu aspirer ouais, enfin, des bons jobs bien rémunérés, on va dire. Et puis, j'ai fait le choix de venir travailler dans le sport outdoor, qui est un job passion, mais beaucoup moins bien payé. Et puis voilà, d'avoir des jobs aussi qui sont sympas, mais disons qui sont pas trop prenants en termes de charges et qui me permettaient d'avoir du temps aussi à côté pour m'entraîner. Donc, j'avais des horaires de bureau, enfin 9-18, quoi, mais à 18 heures, j'étais en train de courir. Et du coup, ouais, suite à ça, j'ai eu un peu ouais, une perte de sens. Et puis, donc, j'ai réussi à la retrouver que 6 mois après. Mais j'ai eu 6 mois quand même assez compliqués à ce moment-là. Ouais. Et justement, bah, c'est ce qui est intéressant. Là, ce qui est vachement bien, c'est que tu as eu quand même t'as 3-4 ans, comme tu dis, de vécu derrière toi de ça. Donc, évidemment, qu'en 4 ans, on travaille pas la même chose et t'es pas la même personne 4 ans après, quoi, ce qui est évident. Euh, Qu'est-ce que les premières choses qui t'ont vraiment marqué, on va dire, pour reconstruire justement une base, parce que comme tu dis, burn-out, voilà, c'est un ras-le-bol de tout, une fatigue, on peut mettre ce qu'on veut derrière sans rentrer dans les détails, mais justement, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi pour remettre à plat les choses, justement, et repartir, parce que tu es reparti, pour avoir une base saine et te relancer des défis qui te parlent pour avancer? Bah, pour moi, ça a été vraiment au début le fait de retrouver du plaisir à faire du trail. Parce que du coup, je voyais que l'aspect un peu compétitif et tout, même de la montagne en général. Genre, enfin, même globalement, ouais, j'avais pas envie de sortir de chez moi et aller faire une rando, quoi. Mm. Donc, c'était vraiment retrouver le plaisir de la pratique. Mais ça a été long quand même. Ça a pris quelques mois. Et après, ça a été. Ouais, on a pas mal travaillé les gens de crash positif notamment. Et aussi un peu les socles. En fait, qu'est-ce qui est le plus important. Enfin, les choses de la vie importantes, quoi, au final. De ta vie, quoi. Enfin, c'est vraiment tes choses, on va dire, tes piliers de vie pour te fixer dessus. C'est ça l'idée? Ouais, exactement. Ok. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Et donc, au début, c'était pas de la préparation mentale sportive, hein. C'était limite plus psychologue que de la Mm. prépa mentale sportive. Alors que maintenant, c'est plus l'inverse. Maintenant, c'est plus de la pure prépa mentale sportive, quoi. Mais voilà, ça évolue dans le temps, hein. Et justement, bah, maintenant, avec cette évolution, qu'est-ce qui a été, on peut se faire ça de manière macro, les grandes étapes de la préparation mentale sportive, qu'est-ce que tu es allé y chercher de la préparation pour la gestion du stress, pour la confiance en soi, pour l'image des autres? C'était quoi les grandes lignes? Ouais, bah, c'était un peu de tout ça, hein.
c'était un peu de tout ça. C'était aussi travailler des petits trucs en course, en fait, bah, quand tu n'es pas bien, à quoi est-ce que tu vas te raccrocher. Aussi des exos de respiration, par exemple, pour arriver à dormir rapidement notamment on avait travaillé ça avant la SwissPix. Ça peut être aussi des exos de respiration contre le stress. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis stressé? Donc, pas mal de choses comme ça. Aussi, d'un point de vue confiance en soi, essayer de savoir quoi faire quand je doutais de moi, de mon entraînement avant une course. Donc, tout ce genre de choses. Et après, les ancrages aussi. Mais du coup, c'était à la fois des exercices vraiment concrets, en fait, et à la fois aussi plus des grandes idées, quoi. Je veux dire, c'est quoi qui t'a le plus servi? Peut-être, je sais pas, j'imagine que tu as dû préparer ton UTMB. Ah non, c'était après, tu as dit. Donc je dis peut-être une bêtise, non? L'UTMB, c'était avant, du coup, avant de la rencontrer. Ouais, c'est ça. Oui, du coup, t'as fait de la prépa après. Qu'est-ce qui t'a justement, qu'est-ce qui, je sais pas, s'il y avait un truc que tu devais garder, peut-être pour l'avant-course, pour pendant la course, vraiment le truc qui fait la grosse différence. Euh, je pense un exo tout bête, en fait. C'est via une application qui s'appelle Respirelax. Et en Yes. gros, Elle est là dans le téléphone, voilà. Et du bien coup, en sûr. gros, bah, tu mets 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, enfin, tu La choisis. cohérence cardiaque. Voilà, exactement. Et c'est travailler la cohérence cardiaque. Et ça, je l'ai utilisé pendant la SwissPix, quand même, à quelques ravitaillements. Ok. Et ça permettait de faire le vide un peu. Et du coup, faire le vide de la course et de remettre un peu les batteries à plat. Et je faisais ça quand j'allais dormir, je faisais ça pendant 5-10 minutes. Et ça me faisait du bien. Et après, j'arrivais à dormir. Ouais, ça t'emmenait, c'était pour t'amener au sommeil justement, pour tout de suite baisser le niveau d'intensité, j'imagine, et Ouais, pas c'est ça. rester 1 heure dans un lit de camp à attendre que le sommeil arrive, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Donc ça, j'incite vraiment les gens à tester, hein. Franchement, c'est top. Merci de le dire. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'en parle tout le temps. Je pense à chaque fois. Mm. Mais oui, oui, c'est les outils les plus simples, les plus utiles, et cette, ces outils de respiration, moi, comment dire, j'en conseille qu'un, parce que déjà, quand on arrive à en faire un bien, c'est déjà super, avant de proposer tout le panel qui va avec, parce qu'il y en a plein. Mm. Mais déjà, quand on utilise un bien, il peut avoir tellement de moments pour l'utiliser. Et donc, non, c'est bien. Et franchement, là, ouais, ton exemple est vraiment marquant parce qu'il peut autant te booster te régénérant aussi que t'apaiser quand tu es un peu trop activé et qu'il faut que tu redescendes vite pour récupérer. Donc, ouais. Ouais, ça m'est arrivé aussi sur une course quand j'étais vraiment dans le mal et tout. J'avais envie de dormir, j'étais pas bien. Je crois que c'était l'UTHG. Et puis j'étais là à m'asseoir sur des pierres, quoi. Tellement je me sentais pas bien. Et puis Mm. j'avais fait ça et ça m'avait fait du bien aussi. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est. Un peu trop tard à l'époque, mais. Euh, et pour le défi que tu as préparé, enfin, j'imagine que tu l'as préparé sur la partie mentale. Alors évidemment, physiquement, tu l'as préparé, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais sur la partie mentale, qu'est-ce que tu as mis en place ou justement sur des choses sur lesquelles tu t'es appuyé, sur les choses du passé que tu avais réussi à... Parce qu'on comprend bien que tu as un cheminement et tu fais ça pour aller après vivre la deuxième nuit dehors, parce que la deuxième nuit dehors, il se passe des trucs. Le sommeil, la nutrition. Alors, t'avais préparé ça comment, du point de vue dans la tête, quoi? En fait, j'avais séparé ça en blocs de 6 heures. Ok. Donc ça permettait de faire en gros 8 courses de 6 heures avec des laps à chaque fois, des temps par tour en fait prévus. Donc au début, par exemple, j'étais à 6 minutes par tour. Après, les 6 premières heures, après j'étais à 6 minutes 30, après 7 minutes, après 7 minutes 30, etc. Et ainsi de suite. Et du coup, mentalement, ça me permettait de me dire que ça allait être de plus facile petit à petit. Euh, Réellement, ça s'est pas forcément passé comme ça, parce qu'au final, un ressenti de 6 minutes par tour au début, ça correspondait à peu près à 6 minutes 30 derrière. Mais du coup, j'avais quand même pas mal prévu. Les temps par tour étaient pas mal. Et après, j'avais aussi prévu de faire un ravitaillement de 10 minutes, du coup, donc toutes les 6 heures. Et puis là, je changeais de t-shirt, je changeais de chaussettes, je changeais de chaussures, je mangeais un vrai plat. Et du coup, ça me permettait de vraiment me dire que je repartais sur une nouvelle course, en fait. Donc ça m'a pas mal aidé. Et après, j'avais prévu au niveau du sommeil, je pensais dormir environ 30 minutes, mais bon, je m'étais laissé assez open par rapport à ça. Et au final, j'ai dormi 45 minutes.
Et ça s'est bien passé. Bah, en gros, je pensais dormir à minuit, donc la deuxième nuit, ça veut dire au bout de 30 heures d'effort. Et j'ai dormi à 23h15. Bah là, au moment où je me suis senti fatigué, je suis allé tout de suite dormir. Et j'ai tout de suite réussi à dormir. J'ai dormi 35 minutes. Et après, j'ai redormi le lendemain matin à 8 heures du matin, donc au bout de 40 heures, au moment où il commençait à faire chaud à nouveau. Et j'ai senti un gros coup de fatigue d'un coup. Et limite, ça a commencé un peu à tourner et tout dans ma tête. Et je suis allé dormir 10 minutes et ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et puis après, niveau Et, nutrition. Ouais. j'allais dire, est-ce que quand on prépare comme ça, est-ce que tu avais projeté des choses? En visualisation, en travail un peu d'hypnose ou de PNL, tu t'as fait ces choses comme ça ou pas? Pas trop. Non, enfin, en fait, je pense que je l'ai préparé indirectement en faisant un paquet d'allers-retours sur le chemin en amont. Et donc, avant Qui est le à côté de repas, chez toi? oui, c'est ça, exactement. En fait, je suis à 3 km, Ok. 3 km et demi du départ et 650 de dénive quand même. C'est pas tout Et plat pour y aller. ouais, c'est pas tout plat, c'est assez rentable. Et du coup, en fait, j'ai fait, bah, avant de faire du coup, les 24 000 mètres de dénive, j'avais déjà fait 24 000 mètres de dénive dans le chemin. Donc, je pense que je l'ai pas mal préparé comme ça. Et voilà, j'étais quand même quasiment 99% du temps solo à faire des allers-retours. Et du coup, mentalement, en fait, voilà, à faire des sorties de 6 heures et tout sur le sentier, tout seul. Et du coup, au final, le jour J, ça m'a paru plus facile parce que bah, il y avait plein de monde, c'était le record, etc. Il y avait plein de gens autour de moi. Je discutais avec des gens différents. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir des gens différents aussi. Du coup, les discussions changeaient. Plus le fait que voilà, j'avais séparé ça en sections de 6 heures. Du coup, voilà, j'ai pas du tout vu ça comme une section de 48 heures. Mais bon, c'est quand même long, 48 heures. 24 heures, ça passe assez vite. 48 heures, bah, je recomptais à 32 heures d'effort. Donc, c'est quand même un bel ultra. Et tu te dis, ah, il reste encore 16 heures. Enfin, ouais, c'est quand même long. Euh, Justement, tu rentres dans le dialogue interne. Il y a des moments où on peut pas, la tête ne fait que penser et on peut pas toujours tout choisir de ce qui se passe dedans. Et quand tu es à 32 heures et qu'il en reste 16 et que d'un coup ton cerveau se branche sur cette information-là, tu fais quoi pour pas sombrer un petit peu? Parce que ça, tu peux quand même, tu peux un peu tomber. Bah, je pense oui, il y a des petits moments un peu où tu sombres un peu, t'es là, tu te dis putain, il reste 16 heures et tout, c'est long, etc. Du coup, peut-être que tu ralentis un peu, en fait. Et puis après, il y a un petit truc qui fait que, je sais pas, il y a une nouvelle personne qui arrive, ou alors il y a ma copine qui revient de sa sieste, des trucs comme ça qui font que ça trop booste. Donc, Ok. ouais, mais en même temps, ça peut pas être lisse pendant 48 heures, quoi. Enfin, il Bah faut non. vraiment être un alien. Mais en tout cas, mentalement, à aucun moment, je me suis dit que j'allais abandonner ou quoi. Là où ça a été plus dur, je pense, c'est quand je me suis réveillé des 35 minutes. Et du coup, j'étais à 30 heures, 30, ouais, 31 heures d'effort. Et bah, quand je me suis réveillé, mon corps était froid. Et du coup, j'ai eu mal partout Mm. d'un coup. Donc, quand je descends les escaliers du foyer nordique, bah, enfin, j'avais les jambes éclatées. Et il me restait encore 8 mètres de dénive à faire en 18 heures. Donc globalement, bon, ça allait niveau timing, mais ouais, il fallait quand même les faire, quoi. 8 mètres de dénive, c'est un bel ultra. Donc ouais, j'étais pas rassuré. Puis en fait, au bout de 10 minutes, mon corps s'est réchauffé, puis ça a déroulé tout seul et j'ai retrouvé des laps aussi rapides qu'au tout début, quoi. Et du Donc coup, tu disais, t'as jamais eu cette pensée d'abandonner, ça c'est jamais venu. Et est-ce qu'il y a quand même eu un doute, un moment, où vraiment t'as été assez linéaire sur cette confiance que ça allait le faire? À non, part bah, peut-être le moment que tu viens de dire. il y a eu non, il y a eu un doute sur le fait que je batte le record, mais jamais sur le fait que j'aille au bout des 48 heures. Ça, Ok. jamais. Ouais. Ok. Par Oui, contre, donc oui. le doute, c'était sur l'allure, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, ouais, je me suis dit pas mal de fois quand même, est-ce que ça va le faire et tout. Même jusque dimanche 14 heures où il me restait que 400 mètres de dénive à faire et que en fait, je me disais, ouais, mais il faisait vraiment chaud. Et en fait, à tout moment, je me disais, mais je peux encore faire un malaise ou quoi, parce qu'il faisait vraiment chaud et avec la fatigue, etc. Et j'avais quand même bien poussé le corps. Donc, franchement, jusqu'au moment où je bats le record, donc au bout de 46h45 à peu près, et ouais, j'étais pas rassuré à 100%, quoi. Enfin, j'étais vraiment focus, quoi. Ouais, j'étais dans ma bulle. C'est ce que j'allais te demander du coup en rebondissant là-dessus. Est-ce que tu penses que c'était plutôt du coup positif
dans le sens où tu gardes un focus très élevé parce que tu es tenu jusqu'à la fin et que t'as pas le choix, t'as pas d'avance. T'as pas bâché parce que tu sais que tu es encore dans le game, mais par contre, t'es pas non plus avec une aisance, machin. Donc, est-ce que tu penses que ça t'a gardé le focus ou ça t'a plutôt desservi en comment dire, générant un stress supplémentaire? Non, je pense que ça a été plutôt positif. Ça me faisait passer le temps aussi parce que du coup, je regardais un peu les allures et tout. Du coup, je faisais des calculs, Tu etc. comptais. Ouais, donc je pense que c'était plutôt positif. Après, voilà, sûrement que avec un peu moins de stress, ça aurait été mieux, mais globalement, je pense que ça a été plutôt positif. En tout cas, ça m'a vraiment maintenu focus dans le sens où ouais, je me suis pas fait de cheville. Enfin, voilà, il y avait une petite partie à la fin qui était un peu raide. Fallait être vigilant quand même, sinon le reste ça allait. Donc ouais, en tout cas, j'étais toujours focus. Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Parce que tu avais forcément, tu prévois un scénario ou tu avais prévu plusieurs scénarios et où, voilà, comment tu as prévu ça et est-ce que ça s'est passé comme tu avais prévu? J'avais prévu un plan en fait de 365 montées-descentes, donc qui fait 25 200 mètres de dénivelé. Et aussi parce que donc ça me laissait une marge de 1200 mètres de dénivelé d'avance sur le record. Et j'avais vu aussi que en fait en calculant 6 minutes, 6 minutes 30, 7 minutes, 8 minutes, etc. Et ben ça tombait pile poil, ça faisait 365 et avec 10 minutes du coup de pause ravito par 6 heures et 30 minutes de sommeil. Donc j'avais tout calculé, etc. Et j'étais arrivé à 365. Et puis, je me suis dit, ah bah, franchement, c'est cool, c'est le nombre de jours de l'année. Et du coup, j'ai pas mal utilisé ça mentalement aussi. Et donc, j'avais un calendrier, du coup, de l'année. Et j'ai mon frère qui barrait un peu chaque jour. Et du coup, il pouvait me dire, ah bah tiens, on est le 15 avril, plutôt que de me dire, ah tiens, il reste 247 tours à faire, quoi. Ah, c'est hyper intéressant, c'est très ludique, c'est rigolo. Ouais, ouais, donc ça m'a pas mal aidé. Et Mm. ouais, tu voulais dire Non, quelque non, chose? non, j'ai rien du tout. Ouais, ouais, du coup, j'ai pas mal utilisé ça. Et en fait, bah, globalement, ça, c'était mon plan A. Mais dans un coin de la tête, je m'étais dit que je pouvais faire mieux que ça. Mais j'avais prévu un plan, on va dire, pas trop optimiste pour que ce soit vraiment réaliste, pas trop ambitieux. Mais franchement, je pensais faire plus de dénivelé. Ok. Et ouais, je pensais plus faire autour entre 26 500 et 28 000 mètres de dénive, peut-être. J'avais vu qu'en gros, 26 500 mètres de dénive, c'était pile 3 Everesting. Donc je me dis que c'était cool. Et voilà, et même dans un coin de la tête, j'avais la barre des 30 000 où je me disais, pourquoi pas, si tout se passait bien. Parce que voilà, j'avais regardé les allures que je faisais quand Mm. je faisais mes sorties de 6 heures, etc. J'étais sur ces bases-là largement et ça Ouais, me paraît. donc tu t'étais construit plusieurs scénarios, quoi. Ouais, exactement. J'avais plusieurs scénarios, mais j'avais pas trop travaillé ces scénarios. Je les avais Mm. en tête, on va dire, et je connaissais un peu les allures pour aller sur ces scénarios-là. Mais en vrai, j'avais calculé un seul plan, carré, etc. d'allure, et ça, c'était 365 montée-descente. Et après, je m'étais dit, bah, on verra. De toute façon, je veux dire, j'ai tout ce qu'il faut si je fais plus ou moins. Et puis, j'ai quand même eu. Au début, je suis pas mal parti, et puis, ouais, au bout de la première jour, enfin la deuxième journée, j'ai commencé à avoir des problèmes gastriques qui faisaient que j'allais souvent aux toilettes et du coup ça me ralentissait pas mal. Je devais aller toutes les 2 heures et donc c'était pas agréable. J'arrivais à manger, à boire T'arrives à sans problème. t'alimenter quand même, ouais. Ouais, j'arrivais à m'alimenter sans problème, ça j'ai réussi tout le long. Mais ouais, toutes les 2 heures max, je devais aller aux toilettes quoi. Et du coup, je perdais quand même du temps. Et puis, même, c'était pas agréable, quoi. Quand t'as envie d'y aller, ouais, tu te sens pas bien. Après, tu y vas, tu te sens mieux, mais ouais, Mm. voilà. T'as quand même les bides un peu en vrac. Et du coup, ça m'a quand même pas mal ralenti. Et puis, il a fait très chaud. Il a fait vraiment plus chaud qu'annoncé. Donc, encore, même 2 jours avant, ils annonçaient 5 degrés de moins que ce qu'il a fait, quoi. Donc, c'est le moment où il y a eu la canicule, en Mais fait. c'était la vague de chaud de mi-mai, quoi. Ouais, et puis, la première vraie vague de chaud de Ouais. l'année, etc. Mm. En avril, il avait fait un peu beau et chaud, mais pas autant. Donc, ouais, la chaleur, ça m'a quand même bien, bien Mm. tapé. Euh, donc, je pense que ça m'a un peu ralenti. Et puis, ouais, c'est trop digestif. Et Mais quand sinon, Vas-y. ouais, mais sinon, franchement, globalement, après, j'ai vu que, en fait, sur les ravitaillements, je prenais plus de temps que prévu vers la fin. Donc, au lieu de prendre 10 minutes, je prenais plutôt 20 minutes. Et en plus, quand tu rajoutais des pauses toilettes en plus, au final, tu étais vite à 30 minutes de pause sur ta section de 6 heures où tu avais prévu 10 minutes. Donc forcément, ça te met quand même en retard. Mais par contre, j'arrivais à aller plus vite que mes temps estimés en termes d'allure.
Donc à la fin, par exemple, j'avais prévu des allures de 9 minutes 30 de moyenne par tour, alors que j'arrive encore à aller à 8 minutes par tour, quoi, globalement. Ouais, donc tu rattrapais un peu. Ok. Donc, je rattrape un peu comme ça. Donc, voilà, c'était un peu l'un dans l'autre. Et voilà, au final, bah, je fais 24 750. Donc, ouais, c'est à 500 mètres de ce que je m'étais fixé. Sur 48 heures d'effort, c'est quand même pas dégueu. C'est pas mal, mais quand tu te rends compte que tu sors un peu du plan, enfin que tu vas être plutôt sur un plan pessimiste que optimiste que tu avais aussi prévu peut-être, il se passe quoi dans la tête? Est-ce que tu as le dialogue qui commence à un peu partir en vrille? En plus, il y a de la fatigue cognitive, fatigue physique et tout, ou est-ce que t'avais travaillé ça, ou est-ce que tu avais une stratégie mentale consciente quelconque pour continuer? Mentalement, ouais, ça a été un peu dur quand même. Parce que j'étais un peu déçu de moi, en fait. Enfin, j'espérais mieux, faire mieux, quoi. Donc, ouais, mentalement, j'ai dû prendre un peu sur moi quand même. Après, voilà, et ouais, parfois même, je stressais, quoi. Je me disais, mais est-ce que ça va le faire et tout. J'ai essayé d'être rassuré par mes proches et qui me disent, tiens, si tu tiens cette allure jusqu'à la fin, avec tant de pauses, ça va le faire, t'inquiète pas, etc. Donc, j'avais besoin un peu de ces discours-là pour me redonner des images positives. Mais ouais, je pensais être un peu plus dans la facilité par rapport au record quand même. Donc, ouais, ça n'a pas été facile. Après, voilà, à aucun moment non plus, j'étais en mode, bah, ça va être impossible de battre le record. Parce que voilà, j'étais toujours dans les temps. Mais ouais, ça ajoutait quand même du stress. Ok. Il y a eu des choses que tu as fait vraiment très, comment dire, préparation mentale pure pendant l'effort, bah, comme tu me parlais de respiration. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, des mantras que tu te dis quand tu marches, quand tu veux un peu détourner l'attention d'un truc qui t'embête ou autre chose? Là, non, je pense que j'ai pas eu besoin d'utiliser. Je pense parce que j'étais toujours entouré. En fait, j'avais toujours des gens autour de moi. Donc, à aucun moment, j'étais vraiment genre dans ma bulle, enfin sans attention autour, etc. Comme tu peux être en montagne où tu te perds un peu dans tes idées, etc. Et du coup, tu peux te ramener à ces ancrages-là. Mais là, j'ai pas du tout utilisé ça parce que moi, enfin, j'en ai pas ressenti le besoin. Donc, ouais. Ouais, mais de toute façon, enfin, dans déjà tout ce que tu as dit, il y en a déjà beaucoup d'outils. Mm. Mine de rien, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais le découpage en portions. Parce que pour Mm. avaler un bloc de 48 heures, bah, comme tu disais, si tu commences vraiment à compter, ça peut devenir compliqué dans la tête à certains moments. Si tu te dis, bah, il me reste encore un ultra à faire quand tu es complètement rôti, bon, voilà, faut vraiment le fait de s'arrêter, de se changer. Qu'est-ce que tu as dit d'autre qui était hyper intéressant? Le petit jeu, entre guillemets, du calendrier, 365 jours. Aujourd'hui, on est le 15 avril, quoi, plutôt que de dire. Bon, Mm. après, le 15 avril, tu sais qu'il en reste un peu jusqu'au 31 décembre, hein, mais Ouais, mais ça paraît moins surmontable ouais, parce que c'est tu te dis, ah différent. tiens, après on arrive c'est le printemps, c'est cool. Après on arrive sur l'été, il va faire chaud. Enfin, c'est un Non, peu bête. franchement, c'est très très bien. Je m'attendais pas à ça. Très 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 bon. Je garde ça. Je garde. Je mettrai un copyright sur toi, mais je le garde si tu me le permets. C'est plaisir. Justement, là, tu parlais du collectif. Tu en as beaucoup parlé dans les impressions d'après ton record. Tu as dit justement que cet effort-là, c'était pas ton record, mais c'était celui de toute ton équipe. Tu peux nous expliquer, enfin, tu l'as déjà dit, hein, mais vraiment concrètement, la présence des autres, ce que ça a changé pour toi? Euh, ouais, pour moi ça a été très puissant parce que j'ai l'habitude d'être quand même globalement assez solitaire sur mes sorties. Je fais quand même beaucoup de sorties tout seul. Je pense que je dois faire peut-être 90%. Et, euh, et du coup, puis j'ai fait une longue prépa, en plus, pas mal, un peu tout ça sur sous le téléski, etc. Et donc, bah, forcément, quand tu as tous tes proches qui viennent te voir, enfin mon père qui peut pas venir tout le temps sur mes courses, mes grands-parents, des cousins, enfin, c'était assez fou, des amis proches, voilà, puis aussi des gens en fait très éloignés ou qui me suivent sur les réseaux et puis qui vraiment mettaient un point d'honneur à venir, à m'aider, etc. Et qui me proposaient de l'aide, qui à chaque fois me disaient t'as besoin de quoi et tout. Et ça, j'ai trouvé ça bah, super fort, quoi. Donc ouais, ça m'a vraiment donné beaucoup de force et je pensais pas ouais, ressentir autant d'émotions et que cet esprit de groupe me donne autant ouais, de force, quoi. Donc, euh, ouais, bah, il y a ma copine qui m'a trop aidé dès qu'elle était là.
mon frère qui est toujours là sur tous mes trails, un petit jeune aussi qui s'arrêtait pas, il a fait je sais pas combien d'allers-retours, il était là tout le week-end, il a pas dormi de la nuit, il a fini explosé, enfin autant que moi, parce qu'il a fait je sais pas combien de dénives, alors qu'en même temps il m'a apporté mes ravitaux, enfin ouais, c'était assez fou et je pensais pas ouais, que ça me tirait autant vers le haut. Ouais, ça, j'ai été vraiment positivement surpris, quoi. Je pensais être tout seul pendant des moments la nuit, voilà, et ça me dérangeait pas parce que voilà, je me disais, ah, c'est cool, je mettrais de la musique et ça me permettrait d'être un peu dans ma bulle et de changer. Puis en fait, bah, pas du tout, quoi. Donc tout le long, il y avait du monde, quoi. Ouais, bah, c'est aussi ce qui rend là de ce que tu as fait quelque part sans trop le vouloir, parce que comme tu dis, tu t'y attendais pas forcément, ce qui est autant d'engouement. Le fait de rendre l'entraînement plus dur, là de manière, on va dire, je parle pas du physique, hein, mais cognitivement, on parle de quelque chose de plus rébarbatif. On peut pas prendre une même bosse et faire 6 heures dans la même bosse pour aller s'entraîner tout seul sous un télésiège. Je sais pas si les gens l'ont déjà fait, aller sur une piste de ski et la remonter et la redescendre tout droit, c'est pas ce qu'il y a de plus fun pendant 6 heures. Quand on aime la montagne, on peut faire mieux en termes de plaisir pour les yeux et pour la tête. Donc après, forcément, ça rend la chose beaucoup plus aisée si tu es effectivement accompagné. Mais c'est marrant, justement, ce rapport d'avoir pu tester l'endroit, la bosse qui est à côté de chez toi et de l'avoir fait seul pendant, comme tu dis, 90% du temps, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et puis bah, aussi connaître du coup chaque appui à la descente. Mm. Et après, bah, ouais, un outil qui a été assez intéressant, c'est bah, la musique. Du coup, pendant 40 heures, j'ai pas mis de musique, alors que j'en mets 90% du temps en entraînement, quoi. Mm. Enfin, quand je suis tout seul, je mets franchement quasiment tout le temps. Euh, et, euh, et alors, il y avait de la musique autour, souvent avec une enceinte, par exemple, mais c'est différent. Et en fait, bah, je crois qu'il était 10 heures du matin le dimanche, donc j'étais à 42 heures d'effort à peu près. Et puis là, il commençait à y avoir beaucoup de monde, il faisait chaud, il y avait beaucoup de bruit autour de moi et tout. Et puis là, j'ai demandé mes écouteurs et du coup, j'ai mis mes écouteurs. Alors, bah, ça se fait pas forcément pour les autres qui sont à côté, parce que voilà, ils sont venus pourquoi avec moi, etc. Mais bon, je pense qu'ils ont compris. Et du coup, j'ai mis mes écouteurs et là, ça m'a fait un bien, mais ça m'a donné un shot d'endorphine, mais que j'avais jamais ressenti, mais vraiment. Et d'un coup, mais j'ai retrouvé, enfin, d'un coup, genre vraiment, j'ai mis mes écouteurs et là, je sais pas, je tournais peut-être à 8 minutes par tour et d'un coup, je tournais à 6,30 quoi. Et, euh, Ok. et après, pendant 1 heure et demie, 2 heures, enfin, je tournais super bien, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Et C'est en fait, je impressionnant. pense que ça a envoyé un message à mon cerveau aussi en mode arrête de penser à tout ce que tu as fait avant. Juste, en fait, dis-toi que c'est ta sortie du dimanche, il est 10 heures du matin. Là, tu as 6 heures à faire. Ton coach, il t'a mis 6 heures. Il te reste 6 heures à faire. Tu fais tes 6 heures, tu as ta musique, tout va bien. Tu arrêtes de regarder l'écran à chaque montée-descente avec le record et tout. Et puis, du coup, j'ai réussi à faire pas mal de tours comme ça dans ma bulle et tout. Et ça a fait ouais, oublier un peu la douleur aux jambes, quoi. Je pense que c'est le shot d'endorphine. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et ben, avec ce témoignage, on comprend pourquoi les écouteurs sont interdits sur les marathons, enfin pour les élites, hein. C'est interdit d'avoir de la musique, on oublie très souvent. Mais on n'a pas le droit d'avoir de musique pour. Mais je dis marathon, mais même enfin, pour faire des tours de piste, enfin, c'est interdit, Ouais, quoi. Pas l'athlétisme. exactement, 10K, etc. Après, honnêtement, quand tu mets ça sur un marathon où des élites mettent 2 heures, je pense pas qu'ils aient le même shot d'endorphine, quoi. Mais quand même, c'est qu'il doit y avoir des raisons C'est qu'il y a scientifiques. quelque chose, quoi. Et forcément, tu l'as vécu, donc non, non, mais ouais, c'est marrant. C'était pour la petite anecdote, mais ouais, c'est rigolo. Du coup, à employer avec parcimonie, parce que si tu le prends trop tôt, ton shot d'endorphine, et que tu commences à tourner 1 minute 30 plus vite que prévu trop tôt, après, tu peux peut-être le payer. Donc, faut le garder pour la fin, quoi. Ouais, exactement. Puis j'en ai discuté là avec des gens du team bah, on m'a dit que Baptiste Chassagne, typiquement sur l'UTMB, lui, il avait une montée, en fait, enfin 2 montées sur la fin de course définie, où il savait qu'il avait ses écouteurs qui l'attendaient. Au Hmm. bas de la montée, il les enlevait en haut. Et du coup, il se disait, allez, tiens, plus que 10 km jusqu'aux écouteurs, quoi. Puis après, bah, quand il avait le son, bah, voilà, ça aide. Mais vraiment, c'était sur la fin de course, donc sur les dernières montées de la course, quoi, du TMB. Ah oui, oui, Donc, non, c'est excellent. mm. Et, du coup, sur ces 48 heures, bah,
tu parlais de, voilà, toi, tu es là dans ce jeu-là pour repousser un peu tes limites, en apprendre plus sur toi, sur ta manière de gérer ces efforts-là. Qu'est-ce que tu as appris sur ces 48 heures que tu savais peut-être pas avant? Qu'est-ce que j'ai appris? Je pense, c'est pas quelque chose que j'ai appris en partant de zéro, mais c'est des choses plutôt qui m'ont vraiment renforcé dans mes points de vue. Alors au niveau nutrition, par exemple, c'est sur du très long, c'est vraiment de manger plus de vrais plats, quoi. Mais ouais, c'est pas 48 heures de conseillé. gel, c'est pas fou. Bah non, en vrai, même à la fin de la course, les gels passaient encore, hein. Ah ouais. Mais ce qui me faisait vraiment le plus de bien et qui m'apportait le plus de calories, c'était pas les gels et c'était vraiment les vrais plats, quoi. Et quand je m'arrêtais au ravito et que je mangeais un plat de pâtes ou quand je mangeais la pizza, quand j'ai mangé des bouts de sandwich, etc., bah vraiment, ça me faisait du bien et ouais, bien plus qu'un gel, quoi. Le gel, il permet, voilà, toutes les 15, 20, 30 minutes d'apporter Du un peu glucide. de glucides régulièrement. Mais le vrai plat, ouais, c'est vraiment ça qui tient ton organisme, quoi, et qui te fait du bien, à la Et fois puis, physiquement, mentalement. Tu te ouais, sens mieux, puis, même ouais, ouais. mentalement, après coup. Je prenais aussi un shaker de protéines, pas mal à ce moment-là, bah, toutes les 6 heures. Et, euh, et du coup, moi, je vais vraiment travailler plus sur ça, bah, pour le tort des géants notamment, pour ouais, mettre des vrais plats. Voilà, relativement digeste, mais franchement, genre la pizza, elle a fait trop du bien, quoi. Et pourtant, tu vas demander à un nutritionniste, il va pas te dire il faut manger de la pizza. Mais en fait, quand tu as une allure cool, bah ça passe, quoi. Donc voilà, je vais vraiment plus utiliser ça et plus emporter des choses sur moi aussi en course, autres un peu que des gels, des barres. Donc ça peut être emporter avec moi des petits sandwichs, des choses comme ça dans le sac. Et après, sinon, bah, c'est au niveau du sommeil aussi. Enfin, je me souvenais du coup qu'à la Swiss Peaks, bah, en gros, je dormais globalement 1 heure et demie par nuit. Et ça me faisait un bien fou. Mais vraiment, en gros, j'arrivais le soir, je sais pas, il était 2 heures du matin. J'avais fait 90 bornes, 7000 mètres de dénivelé dans la journée et en 20 heures. Et puis là, je prenais une douche, je mangeais, je dormais 1 heure et demie, et puis après, je repartais. Et en fait, quand je repartais, j'avais les jambes fraîches, quoi. Comme si c'était une nouvelle journée et que j'avais pas couru la veille, limite. Et ça, j'avais trouvé ça fou. Mais c'était quand même assez long, 1 heure et demie. Et en fait, je sais qu'avec un vrai cycle de sommeil d'1 heure et demie, tu vas développer des hormones de croissance. Mm. Et donc, tu as Tout à vraiment un fait. vrai reboot mental qui est fait. Et là, c'était du sommeil plus court. Donc voilà, 35 minutes, tu n'as pas le temps d'avoir Mm. ce vrai shot. Et du coup, je me demandais est-ce que ce serait vraiment efficace. Et en fait, ça a été vraiment, quoi. Même 10 minutes, même quand j'avais 10 minutes, l'effet était moindre, mais c'est quand même, il était quand même là. Et donc ça, c'est des choses que ouais, je vais vraiment utiliser bah, sur le Thor et sur les autres courses à venir. Je pense que le sommeil est trop sous-coté. Et à mon avis, bah, notamment, je sais pas, les gens qui font bah, même l'UTMB en 46 heures, je pense qu'ils exploitent pas assez le sommeil. À mon avis, il y a trop de gens qui sont là à sommeiller, enfin, à marcher sur leur bâton en train de dormir et tout, et à pas avancer. Alors qu'en fait, en dormant 15 minutes au ravito, après, tu gagnes mais des heures. Mais vraiment, c'est un truc de fou, hein. Ça te requinque physiquement, mentalement. Ça t'enlève tes courbatures et enfin, ça te met un shot au cerveau, quoi. Mm. Donc voilà, et je parle pas des gens qui font la diag en 66 heures, quoi. Enfin, donc, ouais, pour moi, ça m'a vraiment conforté dans ces idées-là. Et puis, ouais, bah aussi l'importance d'avoir bah, une team autour de soi. C'est pas que j'aurai forcément sur mes défis des gens autour de moi, parce que j'ai aussi envie, bah, sur des futurs projets, de faire des trucs à l'inverse, totalement en autonomie, pour aller rechercher d'autres choses, en fait. Plutôt bah, la débrouille, etc. Parce que là, je pouvais demander quelque chose, on me l'apportait, quoi. Mais voilà, je sais que quand je vais traverser les Alpes et tout, moi, je serais plutôt de la team à vouloir faire tout en semi-autonomie, enfin, dépendre juste des refuges, mais pas avoir des gens qui me ravitaillent tous les 20 km, quoi. Mm. Mais là, pour ce défi-là, ouais, c'était vraiment, vraiment puissant d'être aussi bien entouré. Donc, ouais, c'est ça, je dirais sommeil, nutrition et puis l'entourage. Et ouais, bah, et niveau, est-ce que tu as réussi à mettre des forces, enfin des choses où vraiment tu t'es dit là, je pensais pas que ça allait être aussi, je sais pas, des choses dans la partie, ouais, ça c'est vraiment du renforcement positif pour la suite, hein, comme pour le tort. Et là, j'ai un truc qui me vient par rapport à ce que tu as dit, c'est le fait de se dire, au bout de 40 heures, je crois, tu mets des écouteurs et tu te mets à tourner. Mm. Tourner vite et pas à tourner vite sur une montée pendant 2 heures. Donc, est-ce que ça, tu dis, ouais, en fait, tu sais, le fait d'en apprendre sur son corps, de, ah ouais, même après 40 heures d'effort, je peux encore en remettre, Ouais. et tu vois. Ouais, ouais, ce qui était fou, c'est en fait, elle a monté.
Mais en fait, tu aurais pu mettre 20 mm de D+, de montée derrière, je les aurais fait sans broncher, quoi. En fait, à la montée, euh, disons que c'était vraiment le nombre de glucides que j'avais dans le corps qui régulait un peu mes jambes. Globalement, j'avais jamais mal aux jambes à la montée, euh, dans le sens où c'était dur musculairement. Au tout début, je crampais un peu, parfois, mais après, c'est passé. Et du coup, j'ai réussi même à la fin, les dernières montées, parce que je voulais en faire une de plus pour être voilà, sous les 48 heures. Mais j'ai tourné quasiment plus vite que les premières montées au tout début, quoi. Et enfin, j'arrivais à monter au seuil, je sais pas, je devais être à 1400 mètres heure après 48 heures. Et en fait, tu dis, putain, le corps humain est assez fou. Donc, ouais, au niveau montée, enfin, ça allait nickel, quoi. Et en fait, si j'avais un coup de mou, c'était parce que j'avais pas assez mangé, ou alors que je devais reprendre de la caféine. Voilà, mais j'en reprenais, et la montée d'après, ça allait, quoi. Et là où c'était le plus dur, c'était la descente, où en fait, bah là, t'as quand même mal aux jambes, quoi. Et du coup, chaque pas à la descente, ça te met des coups de couteau un peu dans les quadrilles, parce que ça fait mal. Après, j'ai eu zéro ampoule. Donc ça, je pense que pour les pieds, c'est quand même assez fou. Mes pieds sont bien habitués. Surtout qu'à la descente, bah, forcément, c'est très raide, hein, donc ton pied, il bouge beaucoup. C'est beaucoup plus dur pour les pieds qu'un truc à plat où ton pied bouge pas, en fait. Et en fait, j'ai juste eu la paume, en fait, du talon qui était douloureuse. Parce que, en fait, bah, comme c'est raide, du coup, tu attaques forcément un peu par le talon. Et du coup, bah, c'est le talon qui prend tout. Euh, ouais, j'ai eu la paume de pied douloureuse, mais enfin, même pas eu besoin de traiter ça pendant les 48 heures. Je savais que j'avais mal, donc je devais faire attention en mettant mes chaussures parce que ça me faisait mal. Mais voilà, j'ai fait avec, quoi. Et après, bon, ça m'a fait une belle ampoule quelques jours, mais ça a été pendant, j'ai pas eu à gérer ça. Donc, ouais, c'est la gestion des pieds, le fait que, ouais, au niveau D+, enfin, ça allait nickel. Et ouais, le plus dur, en fait, c'était la descente. Même le lendemain, tu m'aurais dit, tu refais des montées et tu descends tes sièges, j'aurais dit let's go. Par contre, l'inverse, ah, ça, j'aurais eu la flemme de devoir refaire des descentes, quoi. Parce que j'avais quand même mal aux pieds le lendemain. Mais le D+, ça allait nickel. Donc le tort des géants, je sais il y a 24 mm de D+. Ça me fait pas du tout peur. Voilà, après, ça va être d'autres choses qui vont aller faire peur. Ça va être presque 2 fois plus long. Il y aura autant dénivelé, mais il y aura 130 bornes de plus. Ça va être plus technique. Bah voilà, niveau alimentation, etc., tu dois plus te débrouiller. Ouais, ça va être des choses différentes. Il y aura l'altitude en plus, et puis la technicité des chemins. Mais en tout cas, oui, disons que ça m'a quand même bien rassuré. On ressort avec quelques certitudes, je sais pas si c'est le mot, mais avant, je pense, Ouais. par rapport à ce que tu viens de me dire, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que plus la distance s'allonge et plus l'expérience rentre en jeu. Et j'ai l'impression d'avoir débloqué un nouveau truc. La SwissPix m'a fait débloquer un premier truc. Là, ça m'a fait débloquer un deuxième. Je suis sûr qu'après le Thor, ça va faire débloquer un troisième truc. Mais en tout cas, ouais, ça m'a conforté dans le fait que j'adore l'ultra distance et que j'ai envie d'aller jouer avec les Seb Réchon, avec les Aurélien Sanchez, avec ces mecs-là sur les très longues distances, quoi. Plus que essayer de battre mon temps sur un 50K à UTMB, voilà, ou je sais pas quoi. Donc, même un 100 miles, au final, un 100 miles, quand tu as fait des courses de 48 heures, 80 heures ou bah, une semaine comme la SwissPix, bah, c'est un sprint un 100 miles, quoi, limite. Donc, un sprint, c'est long, hein, bien sûr, c'est relativisé. Hein, il peut t'arriver plein de choses. Mais globalement, bah, t'as pas besoin de dormir, tu manges que des gels, des barres, ça passe, quoi. Non, mais comme tu dis, c'est vrai que ça s'assimile à ça et c'est un peu fou. Quand on l'a pas fait, je conçois que ça soit complètement fou d'entendre ça, mais tu as cité Sébastien Réchon et je l'ai reçu et lui-même disait, et j'ai tenté un UTMB, c'est trop court, quoi. Mm. Enfin, alors je sais plus si c'était l'UTMB ou la PTL. Ah, j'ai un doute. Mais en tout cas, un 100 miles. Je vais pas dire de bêtises, mais et il disait non, 100 miles, c'est beaucoup trop court. Les mecs partent trop vite. Et c'est vrai que bah, il suffit de regarder. Hein, maintenant, 100 miles, ça peut partir à 3,30. Enfin, l'UTMB part à 3,30 pour Ouais, les élites hein, pendant 10 bornes. Hein, et il reste pas à 3,30 juste à la sortie de Chamonix. Hein, il reste à cette allure-là longtemps. Donc, c'est la plupart des gens qui partent à 3,30, ils s'arrêtent au bout de 5 km, peut-être un peu moins. Bon, bref.
qui finissent, mais Mais quelques-uns. voilà, c'est quand même un. Ça part vite et c'est vrai que ça va vite. Et sur les parties qui se courent, ça court vite et ça monte vite, ça descend vite. Enfin, c'est devenu. Voilà, ça progresse chaque année. Et c'est vrai. C'est pour aider un peu à comprendre le propos parce que c'est vrai qu'après, tu rentres dans une autre filière quand tu vas sur des efforts de plus de 48 heures. Tu es dans une autre filière. On comprend bien que tu peux pas être en mode taqué pendant 3 jours, quoi. Les gens, comme tu as dit très bien, les gens qui font euh, des, euh, des diagonales des fous en 60 heures, bon, bah, t'es pas au taquet pendant les 60 heures, quoi. Ça marche pas. Mm. Écoute, bah, on a fait un sacré tour. T'as tout dit, t'as répondu à toutes mes questions avant que je les pose, des dernières. T'as déjà résumé tout ce que tu pouvais emporter de cette aventure, donc c'est top. La suite pour toi, c'est donc le Thor. Ouais, je fais Et... le Montero Sable à l'UTMB avant, dans un mois là. Donc le 120 km D'accord? qui est dans le Val d'Aoste, bah, comme le Tour des Géants. Et donc ça va me faire un bon trail de prépa du coup en vue du Tour. Ça va arriver assez vite hein, après les 48 heures forcément parce que c'est à peine 2 mois après. Mais du coup j'y vais voilà un peu sans pression. On verra comment répondent les gens. Mais en tout cas pour l'instant tout va bien donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien. Ouais, et du coup, ouais, je t'ai pas demandé, la récup s'est bien passée? Il n'y a pas eu de bobo derrière, de déchirure, de trucs un peu où il fallait rester sur le côté Non, bah du coup, ouais, ce qui est assez fou aussi, ce qui m'a encore conforté, c'est que ouais, j'ai zéro douleur articulaire, quoi. Mais vraiment rien. chouette. Donc, j'ai bien encaissé. Là où ça a été plus dur, ça a été la fin, en fait. C'est-à-dire que pendant 5 jours, j'ai pas réussi à dormir plus de 3 heures d'affilée. Et à chaque fois, je me réveillais parce que j'avais faim. Donc ça, c'était un peu dur. Du coup, ça a entretenu la fatigue, quoi. Ça m'a pas permis de récupérer rapidement. Mais enfin, au niveau des jambes, déjà 2 jours après, j'avais presque plus de courbatures, quoi. Donc ça, c'était assez fou et je pensais pas aussi bien encaisser. Enfin, je pensais que j'aurais des petites douleurs à droite, à gauche, etc. Et bah, ça va très bien. Donc après, voilà, je fais quand même attention. J'ai vite enchaîné parce qu'à J+10, j'ai fait un stage d'entraînement avec mon sponsor. Quand même. Donc voilà, même si je l'ai fait assez mollo, ça a quand même fait des bornes et un peu d'intense. Mais voilà, du coup, là, j'ai refait cool bah, la semaine dernière. Et puis là, bah, dès mercredi, je vais faire la reco du Montero Sable UTMB là, sur 2 jours. Et puis après, je vais enchaîner des stages trail. Donc voilà, ça repart. Ok. Bah, écoute, impressionnant et bravo pour toute cette préparation et surtout pour le déroulé, hein. Franchement, c'est propre. Est-ce que moi j'ai fait le tour. Est-ce que t'as quelque chose que tu voudrais évoquer avant que je te laisse? Et bah non, enfin merci à toi pour l'accueil. Et puis ouais, pas hésiter à tester du coup la cohérence cardiaque, c'est assez cool. Ouais, merci. Ah ouais, merci pour ta voix. Et le sommeil, je peux pas rebondir sur tout ce que tu as dit, mais tu as dit plein de trucs tellement intéressants. Tu as parlé du sommeil. Allez, je le dis quand même. Tu disais 1h30, 20 minutes, tout ça, 35 minutes. Et moi, voilà, je coach des athlètes qui sont dans cette catégorie aussi, un peu de tout, mais qui ont du 45, 50, 60 heures sur la diag. Ouais. Et qui vont un peu la fleur au fusil niveau un peu tout, hein. On va pas se mentir, niveau alimentation c'est freestyle, et surtout niveau sommeil. Alors l'alimentation, je dis toujours, c'est pas très grave, mange tout ce que tu peux, tout ce qui C'est peut ça, rentrer c'est ça. grossièrement, Je vas-y. suis Euh, d'accord. voilà, merci de valider. Cherche pas à prendre des trucs compliqués, mange tout. Tant que ça rentre, t'y vas. Et par contre, le truc qui est, comme tu dis, plus que sous-coté, c'est qu'on n'en parle même pas, c'est la gestion du sommeil. Et on se retrouve avec des zombies qui marchent, qui sont portés par leur bâton. Et non, la stratégie de sommeil peut tout changer. 20 minutes, se mettre des cycles de 20 minutes quand c'est le début, et surtout quand on approche de la deuxième nuit, voire pour certains la troisième, faut absolument s'arrêter 1h30, quoi. 1h30, ça fait un cycle. Et comme tu l'as dit, ça fait un reset du cerveau. Certes, le corps, il a un peu froid quand il repart et ça fait bizarre, mais ça fait un Mais reset, quoi. ça, ouais, t'as 10 minutes difficiles et après ça déroule, quoi. Mais il faut faire parce que vraiment, bah, t'en es le bon exemple et je le répète tout le temps. Et c'est vraiment, je pense que c'est le truc le plus sous-coté dont personne ne parle assez parce que c'est pas très fun, pas très vendeur, mais il faut dormir, quoi, tout simplement. Mais même dans la vie quotidienne, hein, franchement, alors il n'y a pas tout le monde qui peut, hein, mais moi, maintenant, j'ai vraiment l'habitude tous les jours de faire une petite sieste, quoi, Mm. de 20 minutes, 30 minutes max, et ça fait trop du bien. Donc, Ouais. franchement, pas hésiter à faire Et- ça, ouais. voilà, pas forcément pour les sportifs, hein. Non, mais carrément, tu vois, il y a plein de stratégies toutes simples le sleep banking, mettre du sommeil en banque, en bon français.
Et alors, on le dit en général près des compètes parce que, ben, tu sais, alors on le dit beaucoup, là, c'est ressorti avec les podcasts que j'ai entendus sur le Tour de France, sur la prépa, Paul Sexas, tout ça. Ils parlent du sommeil qui est sous-coté et en gros, les directeurs d'équipe disent, bah, si tu dors une demi-heure de plus que les autres tous les jours, à la fin du tour, tu as dormi 2 jours deux nuits de mieux. Tu as fait 2 nuits de plus que les autres. Et c'est énorme en fait, si tu fais 2 nuits de plus que les autres quand tu comptes comme ça. Donc ouais, c'est ce que je dis, c'est qu'à l'approche des compètes, et après évidemment, c'est que si on peut dans sa vie de tous les jours dormir 1 heure, une demi-heure de plus tout le temps, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc on Mm, va rester sur des conseils. C'est parfait de finir sur des conseils très terre à terre et très simples et bénéfiques, très bénéfiques. carrément. Yes, bah écoute, merci Mathis. C'était top. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, là, tout ce que tu nous as dit de beau. On va suivre tout ça avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Et merci à tous ceux qui auront écouté jusque-là. Et merci à toi. Allez, salut. Salut. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.